C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas tranché, l'émission qui vous dit tout sur la viande que vous consommez. Pour ce débat, nous allons parler écologie et essayer de savoir si l'élevage met véritablement en danger la santé de notre planète. Une question qui fâche, mais une question qui se pose quand on sait que l'alimentation et l'entretien du bétail représenteraient jusqu'à 18% des émissions de gaz à effet de serre et que la production d'1 kilo de viande pourrait nécessiter jusqu'à 15 500 litres d'eau, soit la consommation annuelle moyenne nécessaire pour se doucher. Alors, à un tel rythme, notre élevage est-il en train de devenir une menace pour notre écosystème? Et la viande est-elle une production viable à terme dans un monde aux ressources de plus en plus limitées? Nous allons en débattre et pour cela, j'accueille Arnaud Gauffier. Bonjour, vous êtes responsable en charge de l'agriculture durable au sein de WWF, l'ONG, et Patrick Bénézy, bonjour. Vous êtes éleveur à Saint-Flour, en Auvergne, vice-président de la FNB, qui est la Fédération nationale bovine, et président de l'association Race à viande. J'ai cité en introduction quelques chiffres, qui sont des chiffres qui circulent habituellement autour à la fois des émissions en gaz à effet de serre et de la consommation d'eau. Ce sont des chiffres qui peuvent paraître affolants. Arnaud et Patrick, correspondent-ils à la réalité et montrent-ils du coup, en effet, un élevage qui peut devenir une vraie menace pour notre écosystème? Alors, les gaz à effet de serre, oui, ça correspond à la réalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une partie des gaz à effet de serre de l'élevage qui sont liés forcément aux gaz à effet de serre rejetés par les ruminants eux-mêmes, en particulier du méthane, lié à la fermentation entérique, au mode de digestion des ruminants, mais sur lesquels les éleveurs peuvent difficilement influer. Mais il y a aussi une partie des gaz à effet de serre qui est liée à tout l'aspect déforestation pour nourrir le bétail, que ce soit pour produire des céréales ou la déforestation pour faire des terres supplémentaires pour le bétail en élevage extensif. Et là, on peut effectivement très facilement influer sur ces rejets de gaz à effet de serre, qui sont des rejets indirects finalement. Quand on dit 18%, on parle en fait à l'échelle mondiale, c'est pas à l'échelle française. À l'échelle française, on est à quel niveau d'émissions? En France, on est à peu près à cet ordre des choses-là, à peu près à 19%, et l'élevage est à un peu plus de 10%, contribue un peu plus de 10%, donc un peu plus de la moitié sur les rejets de gaz à effet de serre français. Patrick, ces chiffres, vous les connaissez aussi, vous les entendez depuis des années. Comment vous réagissez et est-ce qu'ils reflètent aussi la réalité de ce que vous connaissez? Non, absolument pas. Beaucoup de chiffres sont utilisés pour choquer l'opinion publique. Déjà, effectivement, il y a des émissions de gaz à effet de serre, si on prend ça, par rapport aux ruminants. On ne parle pas, par contre, des bienfaits sur le stockage, notamment l'herbe, qui restocke une partie du carbone qui est émis. Nous avons certaines études qui parlent d'équilibre total de certains types d'élevage entre ce qui est émis et ce qui est restocké, notamment dans le cadre des prairies, qui arrivent quand même à stocker une tonne à l'hectare par an sur certaines. Donc on est sur un système plutôt équilibré, mais effectivement on a quand même un sentiment d'injustice parce que seule l'émission est comptabilisée et publiée. Et je crois qu'il faut se battre pour prendre en compte l'ensemble et la globalité du système. Et la consommation d'eau, 15 500 litres, est-ce que c'est le chiffre réel? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Hier, vous savez, sur ma ferme, il a plu. Il a plu sur 140 hectares de prairies. Ben, il y aurait eu de la broussaille, il aurait plu pareil dessus. Pourtant, la broussaille, ça ne se transforme pas en kilos de viande. Donc voilà, quand on a des absurdités en termes de calcul comme l'on a aujourd'hui, on peut manipuler l'opinion publique et aujourd'hui dire 15 000 litres d'eau par kilo, excusez-moi, tout ce qu'il est tombé cette semaine sur tout le territoire français, sur votre toit, sur votre voiture, sur les routes, sur les champs où il n'y a plus de blé, ou sur les prairies qui ne vont pas repousser parce qu'il est tard dans la saison et il va faire froid, affecter ça à une consommation, eh bien même si la planète était vierge, il aurait quand même plu. Ces chiffres et la notion d'équilibre, en fait, d'une agriculture équilibrée entre émissions et stockage de l'autre côté, c'est quelque chose que vous entendez? Alors tout à fait. Alors, premièrement, ces chiffres sont tout à fait sérieux. Ce sont des chiffres
qui ont été calculés, qui sont des chiffres réels. Après, je ne nie pas que ce sont des chiffres qui choquent et qui sont faits pour choquer. Mais pourquoi ils sont faits pour choquer? C'est d'une part pour alerter l'opinion publique sur le fait qu'on consomme trop de viande encore, que ce soit par rapport aux préconisations de l'OMS ou que ce soit par rapport à l'équilibre mondial de la planète. Si tous les habitants de la planète se mettent à consommer autant de viande qu'un occidental, on va aller vers une véritable catastrophe planétaire. Donc c'est fait pour choquer dans ce sens-là. Et c'est fait aussi pour choquer sur un deuxième point, c'est-à-dire qu'en France, certes, nous avons des élevages qui nourrissent les animaux à l'herbe, pour une grande part. Ce n'est pas vraiment la cible de ce chiffre, en fait, ce n'est pas vraiment la cible qu'on visait, l'élevage à l'herbe. C'est plutôt de dire que c'est une véritable aberration d'irriguer des cultures de céréales qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine et qu'on destine à l'alimentation animale. Voilà. Le chiffre, il est fait pour ça. Aux États-Unis, sur un hectare de feedlot, on peut avoir 500 vaches, 500 000 vaches. Et ce sont des vaches, des animaux qui ne voient pas un brin d'herbe de leur vie et qui sont nourris à l'auge toute leur vie avec des céréales irriguées. Et toutes ces céréales pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Et tout ça participe à la flambée des prix actuels qu'on voit, hein, la flambée des prix des céréales au niveau mondial. Donc notre alerte, elle est sur ce point, sur l'eau. Juste sur le carbone, en un mot, évidemment, les prairies sont un système vertueux qu'on essaie vraiment de promouvoir et qu'on aimerait voir se développer, puisque, comme l'a dit M. Bénézit, on a des prairies qui ne sont pas émettrices de carbone. Et qui stockent du carbone. Qui permettent de stocker, ce qui compense les émissions des animaux. Il y a à ce niveau-là, donc on voit bien en fait à la fois une alerte sur un système en fait d'élevage et d'agriculture, mais vous avez l'impression que cette alerte, elle vous stigmatise aussi et elle vous met en cause. Mais tout est mélangé, effectivement. C'est une différence majeure d'un élevage très intensif comme nous pouvons l'avoir au Brésil, autour des abattoirs où il y a des systèmes de feedlot, ou le système européen où l'élevage se fait à base de prairies et ensuite l'engraissement derrière se fait à base effectivement de céréales, mais de toute façon pour engraisser c'est obligatoire. Donc on a l'impression qu'il y a un mélange de tous ces types d'agriculture et qu'on a à répondre aussi pour des méthodes qui n'ont pas été mises en place, en tout cas au niveau européen, et on n'a pas à répondre pour les excès qu'ont fait les Américains. Je vais juste vous donner un petit exemple. Juste un petit exemple. Certes, ces méthodes et ces types d'élevage ne sont pas présents en Europe, mais la course à la productivité, notamment qu'on voit en élevage laitier à l'heure actuelle, pousse les agriculteurs à intégrer de plus en plus de compléments alimentaires dans les rations des vaches laitières, et en particulier du tourteau de soja. Le tourteau de soja, il vient d'où? Il vient du Brésil. La France est le 5e importateur mondial de soja brésilien. Donc on a une énorme part quand même dans la déforestation qui a lieu au Brésil. Qui est une part indirecte. Hein. Qui est une part indirecte, mais qui est liée à l'alimentation de nos ruminants, qui est liée à cette course à la productivité des vaches laitières. Pour atteindre 25 kg de lait par jour pour une vache laitière, on ne l'atteint pas avec de lait. Il faut forcément pousser avec des rations, des compléments de rations de soja. Et une grande part de notre viande vient de vaches laitières réformées. Donc c'est lié, je suis désolé, mais les choses sont liées. L'élevage à l'herbe, c'est une chose, et je vous dis, sur ce point, on est tout à fait en phase et on se rejoint vraiment, mais il ne faut pas nier non plus que l'élevage tel qu'il est pratiqué en Europe, la France, à la limite, c'est presque un cas à part et presque une nation vertueuse dans l'élevage, parce que si on prend l'exemple danois ou l'exemple hollandais, où on a des importations de soja massives pour faire de l'élevage ultra intensif, notamment de l'élevage laitier, là, la part de l'Europe dans la déforestation et dans ces problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, de manière indirecte certes, est quand même assez élevée. Justement, par rapport à ça, pour gérer ça, on voit bien un problème d'émission, on voit bien un problème d'émission qui n'est pas le même en fonction du type de culture et d'élevage. Et face à ça, il y a aujourd'hui des réglementations qui existent à l'échelle européenne, à l'échelle nationale aussi, et des réglementations qui finalement, elles aussi, ont des impacts contre lesquels vous vous élevez de plus en plus fort, vous agriculteurs, et vous, Patrick. Vous dites même que certains de vos collègues aujourd'hui entrent en résistance contre la réglementation, tellement elle peut mettre en péril la santé économique des exploitations et la compétitivité du secteur. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui exactement à ces réglementations et en quoi est-ce qu'elles entravent votre métier d'éleveur au quotidien? On a beaucoup de réglementations qui se sont accumulées depuis 20 ans.
que ce soit sur l'eau, sur le bien-être, mais pas seulement sur le plan environnemental, également sur le plan technique, sur le plan purement administratif. Donc il y a eu une frénésie de règles, de normes, que ce soit au niveau européen, national, régional, un empilement de choses qui a fait qu'aujourd'hui, on a énormément d'éleveurs qui d'abord ne connaissent pas toutes les réglementations, et on se retrouve des fois confronté à des problèmes lors de contrôles, lors de divers contrôles qu'il peut y avoir, où l'éleveur peut être embêté. Et ça, on en arrive à un stade où trop de réglementation tue la réglementation. Il faut, les métiers de l'élevage, c'est d'abord un savoir-faire, une expérience qui s'acquiert petit à petit. Le jour où il n'y aura plus d'éleveurs dans mon département, c'est la broussaille qui remplace et les feux de forêt derrière. Donc je ne sais pas l'impact environnemental sur le carbone, et il pleuvra pareil sur les broussailles. Est-ce que vous, au sein des WWF et autres associations, vous avez participé à la mise en place d'un certain nombre de ces réglementations? Est-ce qu'elles sont véritablement efficaces et est-ce qu'elles mettent en péril, tel que le dit Patrick aujourd'hui, l'intégrité même économique du secteur, du coup? Alors juste un mot sur la réglementation, un petit mot préalable. Je pense qu'avant même de parler de réglementation, pour motiver les éleveurs et le renouvellement des générations en élevage en particulier, il faudrait tout d'abord que les éleveurs puissent vivre de leur métier. Ça, c'est un premier point, et je pense qu'on est d'accord. C'est un point essentiel. Il faut des prix rémunérateurs sur le prix de la viande et le prix qui est payé aux éleveurs pour les carcasses. C'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'il y a un empilement à l'heure actuelle de réglementation, ce qui nuit à son efficacité. Alors vous me demandiez si elle était efficace, je vous dirais peut-être pas forcément, mais en tout cas elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on voit qu'on a quand même pas mal de problèmes liés à l'élevage intensif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui vous dites une entrée en résistance? Est-ce que des éleveurs aujourd'hui refusent certaines réglementations même? Mais lorsque les réglementations ne sont pas comprises, vous savez, il y a certaines réglementations, on n'a pas eu de difficulté. Par exemple, un animal qui va avoir un panari, un traitement qui est effectué, si sur la boîte c'est écrit de ne pas l'envoyer à l'abattoir dans les 2 mois, les gens comprennent. Il n'y a pas besoin de conseils supplémentaires. Il y a des choses qui paraissent évidentes et logiques, qui sont liées dans le prolongement des savoir-faire que doit avoir l'éleveur et qu'ont les éleveurs. Par contre, effectivement, lorsqu'on nous dit dans le Cantal, voilà, il y a 50 mètres au bord du cours d'eau où tu n'auras pas le droit de mettre le fumier et les déjections des animaux parce qu'il y a une norme qui a été balayée alors qu'il y a de l'herbe et il faut bien la fertiliser, il y a quand même un souci. Le vrai savoir-faire, c'est dans ce même pré de regarder le temps qu'il va faire. Par exemple, s'ils annoncent un orage, eh bien de ne pas mettre, y compris à plus de 50 mètres. Il y a une pratique qui revient de plus en plus aujourd'hui, c'est la pratique, on dit, des bilans carbone. Alors on va mesurer pour un troupeau, pour un élevage, la consommation en carbone de tout ce qui est lié à la production de viande. Est-ce que finalement ce n'est pas la meilleure solution qui va désigner les bons et les mauvais élèves, va permettre aussi à chacun de voir comment s'améliorer? On chiffre tout avec ce bilan carbone. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Le bilan carbone est un outil, mais il faut ajouter d'autres indicateurs nécessaires, tels que la biodiversité. Alors, évidemment, l'élevage à l'herbe contribue beaucoup plus fortement au maintien de la biodiversité que d'autres types d'élevage. Biodiversité cultivée et sauvage. La biodiversité, l'eau, on peut ajouter plein d'indicateurs, les pesticides, des choses comme ça. Vous êtes d'accord, Patrick? Oui, enfin, le bilan carbone à lui seul ne peut pas être la réponse, ce n'est pas possible. Dans un élevage, vous allez avoir tout ce qui est biodiversité, toute la complexité du vivant et à partir de là, les choses ne peuvent pas être aussi simples que ça. S'il n'y a pas d'élevage dans certaines zones, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le bilan carbone est mieux? Avec le réchauffement climatique que nous avons, la France brûle un petit peu plus haut que Montpellier. Demain, on sait très bien que s'il n'y a pas d'élevage sur tout le sud de la France, elle brûlera jusqu'à Nevers.
Alors quel est le bilan carbone d'une conséquence sur le fait qu'il n'y ait plus d'élevage? Quel est le bilan carbone sur le fait qu'on perde de la biodiversité en n'ayant plus un élevage qui entretient ces grands espaces de prairies? D'un mot, si vous deviez définir, imaginer ou envisager une mesure, la mesure clé qui permettrait de mieux valoriser ce que sont les pratiques éco-responsables en termes d'élevage et en termes de production de viande aujourd'hui, quelle serait la mesure qui serait la plus enthousiasmante, la plus promotrice finalement de ces pratiques-là aujourd'hui pour l'un et pour l'autre? Nous, on a mis en place des schémas de progression pour les éleveurs, notamment les chartes de bonnes pratiques, où il y a un conseil, où on rappelle aux gens quels sont les points essentiels. Monsieur Bénézit a cité la charte des bonnes pratiques d'élevage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'éducation du consommateur. Là, la clé, je pense, elle est là, et sur le fait que la plupart des consommateurs ont complètement perdu le lien avec la production agricole et ce qui se trouve dans leur assiette. Ils ne savent plus du tout comment c'est produit, de quelle façon c'est produit, d'où ça provient, quels sont les effets néfastes ou bénéfiques sur l'environnement de ce qu'ils peuvent manger. Donc la clé, elle est plus à ce niveau-là sur vraiment l'éducation du consommateur, assortie de réglementation évidemment, qui soit efficace, qui soit logique, qui ne viennent pas causer des effets désastreux à l'agriculture, et de labels plus ou moins volontaires. Des labels réglementés comme le bio, le label rouge, des choses qui sont gérées par l'INAO. Merci beaucoup à vous deux. On voit bien que c'est pas tranché, c'est des avis qui s'opposent, mais c'est aussi des points de vue qui se retrouvent et qui ouvrent des perspectives. Merci à vous deux et à la prochaine édition de C'est pas tranché. Merci beaucoup. Merci. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché.